brave Rediff, après ces grands moments que nous venons de vivre, passons à un petit peu d'horreur tout de suite. D'horrifiques histoires. Et ce soir, pour vos yeux et vos oreilles ébahis, le sieur de Cookmont, une nouvelle de Frank Stevens. Bonne écoute. Brave chant. Lundi. On m'a confié aujourd'hui ce qui sera sans doute, à bien des égards, le patient le plus exceptionnel de ma carrière. Pour commencer, c'est le premier membre présumé de la noblesse dont je vais avoir l'honneur de m'occuper. De façon plus remarquable, le sieur de Cookmont souffre des malformations les plus spectaculaires que j'ai jamais eu l'occasion de voir. Et j'ai bien l'intention de déterminer si la consanguinité y est pour quelque chose. Pour terminer, ce brave monsieur de Cookmont est mort depuis des lustres. Et c'est à moi que revient la lourde tâche de déterminer avec plus de précision la date et la cause de son décès, entre autres choses. Le musée de Cookmont, une petite bourgade dont j'ignorais jusqu'à l'existence, a en effet offert une somme coquette à notre laboratoire pour réaliser des analyses sur le fleuron de sa collection, une étrange momie découverte dans le sous-sol d'une chapelle de la région. Bien que son origine exacte et son identité soient inconnues, les habitants de la région ont surnommé le Maccabée le seigneur de Cookmont, pour des raisons nébuleuses. C'est le directeur en personne qui m'a confié le projet. J'ai craint pour mon poste lorsqu'il m'a convoqué dans son bureau et a silencieusement refermé la porte derrière nous. Mais il voulait seulement s'assurer que personne ne nous entendrait parler de la momie. La discrétion semble en effet cruciale pour notre client. Je ne suis supposé parler de ce dossier à personne, dans quelque circonstance que ce soit. Je ne connais pas les détails, mais il semble qu'il y ait plus en jeu que la quiétude de nos patients bien vivants, pour qui chaque visite à notre laboratoire d'analyse est suffisamment stressante sans qu'on y ajoute la surprise de croiser des momies difformes dans les couloirs. Ce n'est pas la première fois que nous étudions un corps à la demande d'un musée. Mais c'est la première fois qu'on nous demande de faire preuve d'une telle discrétion et de réaliser une batterie de tests si extensive. La plupart des historiens se satisfont d'une IRM visant à révéler les entrailles de leur momie et éventuellement la cause du décès. Mais ce musée souhaite que nous découvrions absolument tout ce qu'il y a à apprendre sur le sieur de Cookmont, dont les origines sont, semble-t-il, particulièrement mystérieuses. Force est de reconnaître que je n'avais jusqu'ici jamais entendu parler de momies découvertes dans notre beau pays. Pour éviter d'utiliser les machines durant les heures réservées à nos patients moins inhabituels et pour garantir le secret, il a été convenu que je ne travaillerais sur la momie que durant la nuit, avec l'aide de Pascal, l'un de nos techniciens les plus efficaces et les moins loquaces. Même sans la promesse du bonus accompagnant les horaires décalés, la perspective de travailler sur un objet historique pour lui faire révéler ses secrets
aurait été plus qu'assez pour me convaincre d'accepter ce projet singulier. À défaut d'avoir décroché un poste de chercheur et de repousser chaque jour les limites de nos connaissances scientifiques, quelle meilleure application de mes talents que la résolution d'une énigme historique. Le plus difficile pour moi sera certainement de ne parler de ce projet à quiconque, comme promis au directeur. Mais je n'ai jamais dit que je n'écrirais rien à son sujet. Mardi. Mon premier rendez-vous avec le seigneur de Coquemont aurait pu mieux se passer. J'ai essayé de décaler mon cycle de sommeil en allant me coucher très tôt hier, dans l'espoir de parvenir à me lever au coucher du soleil et d'être alerte toute la nuit. Mal m'en a pris. Après avoir passé des heures à me tourner et à me retourner sous les couvertures, j'ai fini par tomber dans un demi-sommeil dont j'ai été tiré presque immédiatement par la cruelle sonnerie du réveil. Quand je suis arrivé au laboratoire, très largement en retard et un peu secoué parce que j'avais évité de justesse un accident avec un chauffard, Pascal avait déjà sorti la momie de son sarcophage de verre et réfléchissait au moyen de la déplacer seule dans le caisson de l'IRM. Il semblait quelque peu soulagé de me voir enfin arriver. Le temps passé en tête-à-tête avec notre patient atypique lui avait visiblement porté sur les nerfs. Pour être honnête, je ne pouvais pas l'en blâmer. La photographie floue que m'avait montrée le directeur n'avait pas rendu justice à la beauté grotesque du seigneur de Coquemont. Ma première impression a été celle d'un monstrueux fœtus, desséché. Son crâne était en effet grossièrement disproportionné par rapport au reste de son corps, mais sa surface boursouflée et craquelée n'avait rien de celle d'un nouveau-né. Sa carrure phénoménale interdisait elle aussi toute comparaison avec un enfant. Sa taille exacte était difficile à estimer, mais il était clair que le seigneur de Coquemont aurait largement dépassé les 2 mètres s'il s'était tenu debout. Ses membres émaciés étaient toutefois recroquevillés comme ceux d'une araignée morte, dans une grotesque parodie de la position fœtale. Au plus je les observais, au moins il me semblait les comprendre. Trop fins, trop longs. Leurs proportions ne semblaient suivre aucune logique. Considérés individuellement, ils étaient informes et inhumains. Pris dans leur ensemble, ils formaient une collection si disparate qu'il m'était presque douloureux de les observer, comme si mon cerveau refusait d'accepter qu'ils puissent avoir quoi que ce soit en commun. J'avais de la peine à imaginer qu'un être aussi difforme ait jamais pu se tenir debout sans aide, ou même survivre suffisamment longtemps pour atteindre l'âge adulte. Il y avait quelque chose d'inconcevable dans l'existence de ce hideux géant. Il semblait avoir poussé les lois de la nature dans leur dernier retranchement et atteindre la masse critique de malformation que le corps humain peut supporter avant de s'effondrer en une masse informe d'os et de tendons. Il était difficile de dire où ses vêtements brunis s'arrêtaient
et où sa peau boucanée commençait. Sa bouche, béante, figée en un hurlement silencieux, s'ouvrait sur un abysse obscur où aucune dent ne semblait subsister. Fasciné, je me suis penché vers son visage, essayant de distinguer s'il restait quoi que ce soit sous le voile racorni de ses paupières entr'ouvertes. C'est alors qu'un tout sottement poli de Pascal m'a arraché à ma contemplation. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux, auquel il n'a pas répondu. Puis j'ai annoncé qu'il était temps de rattraper mon retard et de commencer les analyses. Soulever et placer le brancard de la momie dans l'IRM a été plus facile que je ne l'aurais cru. Le seigneur de Coquemont était étonnamment léger malgré sa taille. Malheureusement, les premières images que nous avons obtenues étaient impossibles à interpréter. Floues, sombres et confuses. Elles tenaient plus du test de Rorschach que de l'imagerie médicale de pointe. J'ai essayé de détendre l'atmosphère en montrant une tache vaguement obscène et en annonçant « Félicitations, c'est un garçon !» Mais cela n'a pas fait rire Pascal. Il avait le teint pâle et semblait sur le point de faire un malaise. Il a fallu nous rendre à l'évidence. L'IRM avait besoin d'être recalibré. Malgré tous nos efforts dans ce sens, nous ne sommes cependant pas parvenus à obtenir la moindre image claire. Les résultats flous et confus se succédaient les uns après les autres, sans le moindre signe d'amélioration. Nous avons fini par jeter l'éponge pour la nuit. J'ai dit à Pascal de rentrer chez lui pour reprendre des forces pendant que je préparais un message à l'intention de l'équipe de jour. Si tout va bien, nos collègues devraient contacter le service technique du fabricant de l'IRM durant la journée et résoudre ce problème avant que Pascal et moi ne revenions étudier le sieur de Coquemont la nuit prochaine. J'ai roulé avec une prudence excessive sur la route du retour, riant des malheureux navetteurs bloqués dans les embouteillages dans la direction opposée. Pour une fois que je ne faisais pas partie de leur nombre, le travail de nuit a ses avantages et ses inconvénients. J'étais épuisé en me réveillant. Mais je me sens plein d'énergie maintenant qu'il est l'heure d'aller me coucher. Je suppose que l'excitation liée à ce projet atypique et la frustration de n'avoir obtenu aucun résultat cette nuit n'y sont pas pour rien. Une chose est sûre, la nuit prochaine, d'une façon ou d'une autre, le sieur de Coquemont me révélera ses secrets. Mercredi. Il y a des nuits où l'on ferait mieux de rester au lit. Trouver le sommeil hier matin n'a pas été facile. J'aimerais pouvoir dire que les bruits de la ville émergeant de sa torpeur y ont été pour quelque chose. Mais mes bouchons d'oreilles ont facilement réglé ce problème. La lumière naissante du jour ne m'a pas dérangé non plus. J'ai l'habitude de dormir les rideaux ouverts, même en été. Mais à chaque fois que je fermais les yeux, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer le sieur de Coquemont pénétrant silencieusement dans ma chambre. Sa hideuse silhouette famélique se découpait dans l'encadrure de la porte, puis, claudiquant sur ses jambes dépareillées et impossiblement longues, il s'approchait de mon lit jusqu'à ce que le trou béant de sa bouche
occupe tout mon champ de vision et que je chute dans son abîme sans fond. J'ai fini par tomber dans un sommeil sans rêve. Lorsque la sonnerie du réveil a retenti, je me suis relevé d'un bond, trempé de sueur et le cœur battant la chamade, sans que je puisse me rappeler pourquoi. Pascal n'était pas encore là quand je suis arrivé au laboratoire. Je suis donc descendu seul chercher la momie dans la chambre à température contrôlée du sous-sol. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui jeter des regards en biais alors que l'ascenseur nous menait vers l'étage de la salle d'analyse. Mais le sieur de Coquemont était aussi sage et immobile qu'au cours des derniers siècles. Il régnait à l'étage une odeur aseptisée, plus forte que durant le service de jour. J'ai supposé que l'invisible société de nettoyage avait dû passer quelques minutes avant moi. Mais le bâtiment entier était désespérément vide. J'ai poussé le brancard jusqu'à côté de l'IRM et découvert avec plaisir une note de mes collègues annonçant que la machine était en parfait état de marche à leur arrivée. Quel qu'ait été le problème, il s'était visiblement résolu de lui-même entre la fin de mon service et le début du leur. Ravi, je n'ai pas pu m'empêcher d'annoncer cette bonne nouvelle à mon patient, dont la bouche était figée en un « oh » silencieux. J'ai eu un petit rire nerveux. Voilà que je commençais à parler aux morts. L'absence de Pascal me perturbait plus que je ne l'aurais cru. Il n'est pas beaucoup plus bavard que le seigneur de Coquemont et n'est généralement pas de meilleure compagnie, mais j'avais besoin de son aide pour placer la momie dans l'IRM sans risquer de l'abîmer. J'ai donc attendu son arrivée, contenant mon impatience, en me rappelant que c'est moi qui avais été en retard la veille. Il n'est jamais venu. Après lui avoir accordé une demi-heure académique, je l'ai appelé sur son portable. Il a prétendu être cloué au lit par la fièvre et a faim une quinte de toux digne d'un Gérard du cinéma. J'ai failli lui faire une remarque, mais je me suis souvenu qu'il n'avait effectivement pas eu l'air dans son assiette la veille et je lui ai laissé le bénéfice du doute. Me voyant mal réveiller l'un de ses collègues au milieu de la nuit pour lui demander de m'assister, sur un projet confidentiel qui plus est, j'ai décidé de réaliser seul une partie des mesures prévues. Le règlement du laboratoire veut que nous ne manipulions jamais seuls, mais étant donné la somme payée par notre client, le fait que nous ayons déjà du retard et la nature atypique de notre patient, une petite entorse à nos protocoles me paraissait justifiée. Malheureusement, ce second rendez-vous ne s'est guère mieux déroulé que le premier. Peu disposé à risquer de porter seul le brancard de la momie jusque dans l'IRM, j'ai entrepris de réaliser les autres analyses demandées. J'ai délicatement prélevé les échantillons de cheveux, de peau et de tissus nécessaires, et je me suis rendu dans la salle d'analyse chimique, déterminé à contraindre le seigneur de Coquemont à révéler une partie de ses secrets. Je suis allé de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Tout d'abord, le spectromètre de masse a craché le spectre le plus sale de ma carrière. Une forêt de pics, sans queue ni tête, avec le pire rapport signal sur bruit que j'ai jamais vu. J'ai répété l'expérience sur un autre échantillon et une solution de référence, avec des résultats tout aussi mauvais. Après l'IRM, c'était visiblement au tour du spectromètre d'être en panne. Un peu décontenancé, j'ai décidé de me rabattre sur son petit frère, un AMS racheté pour une somme rondelette à un laboratoire en faillite.
À défaut de pouvoir mesurer de quoi mon patient était fait, je pourrais au moins déterminer son âge approximatif. Les résultats ont été aussi rapides qu'absurdes. Tous les échantillons semblaient contenir une quantité de carbone 14 trop élevée de plusieurs ordres de grandeur. Si ces mesures étaient correctes, je ne voyais que deux explications, aussi improbables l'une que l'autre. Soit le sieur de Coquemont avait récemment séjourné aux côtés d'une source massive de radiation, soit il avait vécu à une époque et en un lieu où l'abondance naturelle de carbone 14 était des milliers de fois plus grande qu'elle ne l'avait jamais été sur Terre. De toute évidence, ces résultats étaient incorrects. L'AMS m'avait elle aussi abandonné. En désespoir de cause, je suis allé chercher un vieux compteur Gégère que j'avais un jour avisé au fond de notre atelier. Faute de pouvoir réaliser les mesures demandées par notre client, je pourrais au moins vérifier si cette momie était réellement radioactive. J'ai souri lorsque le compteur s'est allumé en émettant un crépitement familier, et le cœur battant, je l'ai braqué vers le seigneur de Coquemont. Je n'ai pas pu retenir un cri incrédule. Le compteur Gégère s'était complètement tu et oscillait faiblement entre des valeurs proches de zéro. La momie était moins radioactive que le laboratoire lui-même. C'était non seulement en parfaite contradiction avec les résultats de l'AMS, mais aussi absurde. À moins d'être faite de plomb, comment la momie aurait-elle pu si bien bloquer la radiation ambiante naturelle ? En désespoir de cause, j'ai préparé les échantillons pour une analyse ADN, sans la moindre conviction. Qui sait, peut-être les résultats seront-ils prêts, clairs et limpides quand je reviendrai demain. Mais à ce stade de la nuit, je n'aurais pas été surpris si le séquenceur avait spontanément pris feu ou régurgité un code génétique écrit dans un alphabet kabbalistique. Épuisé, j'ai laissé échapper un profond soupir et je me suis laissé tomber sur un brancard libre à côté de la momie. Je dois avouer que, dans le silence étrange de la nuit et à la lumière blême des néons grésillants, la compagnie du sieur de Coquemont, avec son visage grimaçant et ses membres torturés, a fini par me porter sur les nerfs. Je sais que c'est ridicule, mais j'aurais été prêt à jurer que la momie ne se trouvait plus exactement dans la même position que la dernière fois que je l'avais vue. Ses bras avaient-ils toujours été repliés autour de ses épaules dans cette pose torturée et vaguement défensive ? Les coins de sa bouche béante étaient-ils déjà repliés en un rictus énigmatique la nuit précédente ? J'ai chassé ces questions absurdes de mon esprit. J'étais de toute évidence trop fatigué pour accomplir quoi que ce soit de bon. Il m'a donc semblé plus sage d'arrêter les frais pour cette nuit et de rentrer me reposer. J'ai ramené de Coquemont dans son sarcophage et quitté le laboratoire d'un pas pressé, en éteignant les lumières qu'au dernier moment possible. J'aurais juré que l'obscurité avait une présence qui pesait lourdement sur l'arrière de ma nuque et de mes épaules. J'ai quitté le laboratoire en courant presque, sans oser me retourner, comme si j'étais talonné par une bête affamée et invisible. Je me sens à présent stupide. Avoir peur du noir à mon âge, moi qui suis si fier de mon esprit rationnel. Un coup d'œil à mon agenda m'a ramené à la réalité, en me rappelant qu'il existe de véritables raisons d'avoir peur, bien concrètes celles-ci. Ma réunion bi-hebdomadaire avec le directeur a lieu demain.
Ma réunion avec le directeur ne s'est pas aussi mal passée que je l'avais craint. Il a approuvé ma décision de travailler seul en l'absence de Pascal et m'a félicité pour mon sens de l'initiative, mais n'en était pas moins déçu par mon manque de résultats. Il a semblé dubitatif quand je lui ai expliqué que les machines étaient déréglées. Vérification faite, tous les appareils que j'ai vainement tenté d'utiliser pendant la nuit ont ensuite fonctionné sans accroc durant la journée, sur nos patients bien vivants. Déconcerté, je me suis défendu en suggérant que j'aurais peut-être rencontré moins de problèmes si un technicien avait été là pour m'assister. Le directeur m'a assuré qu'il parlerait à Pascal et lui trouverait un remplaçant si nécessaire. Pourtant, le soir venu, Pascal n'était toujours pas au rendez-vous. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il n'a même pas pris la peine de décrocher. Frustré et bien décidé à ne plus décevoir le directeur, j'ai à nouveau entrepris de réaliser les mesures seul. Je n'ai au départ pas pris la peine d'aller chercher la momie au sous-sol, préférant travailler directement sur les mêmes échantillons que la veille. Non seulement les résultats étaient absurdes, mais en plus, ils étaient en parfaite contradiction avec ceux de la nuit précédente. La proportion de carbone 14 était cette fois plus réaliste, mais suggérait que le sieur de Coquemont avait trépassé au cours des dernières années, ce qui n'était guère plus vraisemblable que mes résultats de la veille. Le spectromètre de masse conventionnel n'a pas davantage livré de réponse. J'ai répété la même mesure, encore et encore, et obtenu à chaque fois des spectres différents, plus absurdes les uns que les autres. Frustré, je suis allé chercher la momie au sous-sol, et je l'ai placée dans l'IRM avec autant de délicatesse que mes nerfs et mes bras me le permettaient. Comme je l'avais suspecté, le sieur de Coquemont était assez léger pour que je le soulève seul au prix d'un petit effort. Essai après essai, je n'ai toutefois obtenu que des images incompréhensibles et inutilisables. Rien de tout cela n'a de sens. Si une mesure n'est pas reproductible, elle n'a aucune valeur. La science moderne est basée sur le postulat que la nature suit des lois constantes, compréhensibles par l'être humain et vérifiables par l'expérience. J'aurais pu croire à une panne d'un ou deux de nos appareils, mais tout notre équipement semblait m'abandonner pour le 3e soir consécutif. Quelqu'un de moins cartésien aurait peut-être envisagé être maudit, mais je suis au-dessus de ce genre de superstition. Si le problème ne venait pas des appareils, il devait venir de ma façon de les utiliser. Était-il possible que l'épuisement me fasse systématiquement commettre des erreurs grossières dans chacune des mesures ? J'ai essayé de prendre du recul pour considérer mes actions d'un œil critique. Et remarqué avec surprise que je tenais la souris de la console de contrôle dans ma main gauche, moi qui suis pourtant droitier. Le manque de sommeil semblait bien m'affecter plus que je ne l'aurais cru. Soudain, un bruit m'a fait sursauter. Des voix, à la limite de mon seuil d'audition, qui marmonnaient dans une langue que je n'ai pas reconnue. Elles ont éclaté de rire, comme pour se moquer de mes tentatives de les comprendre. Je me suis précipité hors de la salle d'analyse à la recherche de la source de ces bruits.
tomber nez à nez avec mes collègues commençant leur service. Sans m'en rendre compte, j'avais passé la nuit entière à répéter encore et encore les mêmes analyses, sans jamais obtenir le moindre résultat cohérent. Mes collègues se sont interrompus, surpris. Pour la plupart, ils ne savaient pas que j'avais été affecté au travail de nuit, et j'ai dû leur faire une drôle d'impression en déboulant paniqué devant eux, échevelé et hagard comme je l'étais. Je les ai vaguement salués, puis, vaincu, je suis retourné dans le laboratoire pour border discrètement le sieur de Coquemont dans son sarcophage, espérant sans y croire qu'une bonne journée de sommeil me remette les idées en place et que le succès soit au rendez-vous la nuit suivante. Vendredi. J'ai fait une découverte capitale. Il y a une logique dans cette folie, même si je ne parviens pas encore à l'expliquer. Frustré des résultats absurdes et contradictoires de mes expériences, j'ai décidé de refaire des mesures sur nos étalons pour vérifier si c'était l'équipement ou mon aptitude à l'utiliser qui était en cause. Je n'ai pas jugé utile d'aller au sous-sol chercher la momie ou les échantillons prélevés sur elle avant d'avoir réalisé ces vérifications. À mon grand soulagement, tout semblait, cette fois, fonctionner. Je supposais que quelqu'un avait réparé et recalibré l'équipement durant la journée. Ravi, je suis descendu au sous-sol chercher mon cher patient en chantonnant. Dans la vaste salle obscure où trônait mon nouveau patient préféré, les échos de ma voix ont pris des sonorités étranges, au point que j'ai cru un instant que quelqu'un chantait avec moi. Et quand je me suis tu, un silence pesant est retombé, et je me suis retrouvé seul avec le sieur de Coquemont. Le temps de remonter avec lui vers les salles d'analyse, tous les appareils étaient à nouveau déréglés. J'ai laissé échapper une série de jurons et lancé un regard accusateur vers la seule autre personne présente, dont le rictus édenté semblait se moquer de moi. C'est alors qu'une idée improbable m'est venue. C'était absurde. Et pourtant... j'ai dû me rendre à l'évidence. J'ai déplacé la momie à différentes distances des appareils et répété mes tests sur les étalons jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun doute possible et que je sois obligé d'accepter l'impossible. Les résultats étaient clairs. Les appareils de mesure fonctionnaient parfaitement lorsque la momie et les échantillons prélevés sur elle se trouvaient à plus de 6 ou 7 mètres de distance. Mais le même équipement, utilisé sur les mêmes étalons en présence de la momie, livrait soudain des résultats absurdes.
et contradictoire. J'ai essayé d'imaginer des explications. J'ai envisagé que pour une raison ou pour une autre, cette momie projetait un champ magnétique intense qui perturbait les mesures et les appareils électroniques. Cela aurait certainement expliqué que l'IRM dysfonctionne. Mais j'avais du mal à expliquer qu'un appareil aussi simple qu'un compteur Geiger puisse être affecté. Ou que des échantillons de quelques milligrammes à peine puissent avoir un effet si spectaculaire. Pour une raison inexplicable, mes fidèles appareils, du plus simple au plus complexe, cessent de fonctionner correctement à proximité de la momie ou d'échantillons prélevés sur elle. Même ma montre et l'horloge de la salle d'analyse n'ont pas été épargnés. J'ai remarqué que toutes deux étaient déréglées, ce qui explique sans doute que j'ai travaillé jusqu'au lever du jour la nuit dernière, sans m'en rendre compte. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel phénomène. Pas sérieusement en tout cas. On raconte que le physicien Wolfgang Pauli était un si bon théoricien que les dispositifs expérimentaux cessaient de fonctionner en sa présence. Mais il s'agit avant tout d'une légende, d'une série d'anecdotes cocasses dont s'amusent les scientifiques sans y voir plus que des concours de circonstances. Dans le cas de Coquemont, il s'agit d'un phénomène réel, absurde, inexplicable, mais bien réel. Pascal, bien sûr, n'est pas venu cette nuit non plus. Je n'ai même pas pris la peine de le signaler au directeur, et je n'ai pas l'intention de le faire avant d'avoir résolu cette énigme par moi-même. Cette satanée momie me nargue. J'ai bien l'intention de lui faire cracher ses secrets. Si la clé du mystère de Coquemont change la face du monde, c'est à moi, et à moi seul, qu'en reviendra le mérite. J'ai à nouveau croisé des collègues en sortant, qui m'ont jeté des regards inquiets. Non, des regards suspicieux. J'ai eu la désagréable impression qu'ils sentaient que j'avais découvert quelque chose d'important que je ne pouvais pas partager avec eux. Ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai compris pourquoi ils m'avaient regardé si bizarrement. Mon visage, dans le miroir de la salle de bain, m'a semblé étranger et presque inhumain, sans que je puisse m'expliquer pourquoi. Au-delà des traits tirés par le manque de sommeil, quelque chose d'inexpressible a changé en moi. Ma figure ressemble à présent à un masque extrêmement réaliste, plutôt qu'un visage humain, et le faussaire a commis des erreurs. Ma peau a-t-elle toujours été recouverte de ce hideux tapis de poils minuscules ? Mes narines ont-elles toujours été si disproportionnellement grandes ? Tous ces grains de beauté ont-ils toujours été là, à ces endroits précis ? Et les changements ne se limitent pas à mon visage. Alors que j'écris ces lignes, j'ai la désagréable impression que mon corps entier a changé de façon subtile et désagréable. Ai-je toujours transpiré autant ? Ma respiration a-t-elle toujours été si bruyante ? Ma langue a-t-elle toujours été si flasque et volumineuse, au point que je ne sache pas où la placer dans ma bouche ? Une pensée horrible me vient.
J'ai établi aujourd'hui que la momie de Coquemont pouvait dérégler toutes les machines que j'avais à ma disposition, de la plus simple à la plus élaborée. Est-il possible qu'elle ait aussi un effet sur le fonctionnement de la plus complexe des machines biologiques, le corps humain? Samedi. Le monde a changé. Ou plus exactement, ma perception du monde a changé. Au point que je me demande à présent si le monde, en tant que concept, a encore le moindre sens. Si la notion de réalité a encore quelque valeur. Mais je m'égare. Mon esprit est une bête sauvage qui se jette furieusement contre les barreaux d'une prison invisible. J'ai de la peine à canaliser mes pensées dans une direction cohérente. Je vais m'efforcer de remettre de l'ordre dans mes idées en relatant les événements dont je me rappelle dans l'ordre chronologique. Même si les notions de temps ou de cause et d'effet me semblent désormais très ténues. Il y a une éternité, hier soir. J'étais inquiet car je ne parvenais pas à réaliser quelques mesures sur une momie. Des concepts abstraits sur lesquels j'avais basé ma vie, comme l'idée que l'univers suit des lois constantes et compréhensibles, semblaient remis en question. Mais je m'en rapprochais encore à la certitude qu'il devait exister une explication scientifique aux propriétés impossibles de la momie, compatible avec ma perception faussée de l'univers. Quelle naïveté. Quand j'ai réalisé qu'aucune méthode d'analyse ne pourrait me livrer la moindre réponse au sujet de la momie, j'ai décidé d'attaquer ces mystères par un autre angle. J'ai profité du week-end pour me rendre au musée d'où elle est originaire, dans l'espoir de parler à son conservateur. Coquemont est une petite bourgade charmante, enfouie au fond d'une vallée que le temps semble avoir oubliée. Son minuscule musée est un ancien manoir reconverti en temple à l'histoire de la ville, de ses origines gauloises supposées à son occupation par les nazis. Son seul employé présent, une vieille caissière suspicieuse, m'a sèchement expliqué que le conservateur était absent pour des raisons médicales, avant de m'indiquer à contre-cœur la salle dans laquelle la momie était normalement exposée au public. Le bâtiment décrépit exudait un charme suranné, et je me suis vaguement demandé comment un musée dans cet état pouvait se payer une étude si détaillée par notre laboratoire. À bien y réfléchir, le directeur n'avait-il pas mentionné que ce contrat était en partie financé par une fondation privée ? Malgré la taille modeste du musée, j'ai eu de la peine à trouver la vitrine où aurait dû se trouver le seigneur de Coquemont. La collection était un bric-à-brac éclectique d'objets liés de près ou de loin à l'histoire de la ville, qui revendiquait une origine celtique millénaire. La vitrine vide de la momie, qui aurait constitué le clou de n'importe quel petit musée, n'était pas plus mise en valeur que celle contenant un uniforme d'officier de la Seconde Guerre mondiale. Le panneau explicatif au sujet du sieur de Coquemont ne m'a pas appris grand-chose.
J'imaginais qu'une découverte aussi atypique avait fait l'objet de nombreuses études et spéculations dont mon directeur ne m'avait pas parlé de peur de me biaiser. Mais il devenait de plus en plus clair qu'aucune personne qualifiée ne s'était intéressée de près à cette momie. Tout au plus, le panneau mentionnait-il qu'elle avait été découverte en 1902 dans une grotte naturelle située sous une chapelle de la région, et qu'il s'agissait vraisemblablement d'une momie gauloise antérieure à la conquête romaine. La chapelle aurait quant à elle été construite au XIVe ou XVe siècle, à l'emplacement de ruines celtes. Cette explication laconique était suivie d'un paragraphe consacré à des anecdotes au sujet du seigneur de Coquemont. À défaut d'avoir été étudiée sérieusement, la momie était de toute évidence l'objet de croyances fantaisistes. À en croire le panneau, les archéologues qui l'ont exhumée se seraient entretués pour une raison inconnue. Elle aurait pleuré une larme de sang le 28 juillet 1914, et elle aurait, soi-disant, le pouvoir de soigner la goutte ou les migraines de ceux qui lui rendent visite régulièrement. Peut-être une tentative du musée pour fidéliser des clients parmi la population locale dans une région où le tourisme est rare. Un détail a toutefois retenu mon attention. Une carte, grossière, indiquait l'emplacement de la chapelle où la momie a été découverte. Excité, j'ai entrepris de repérer les lieux sur mon téléphone portable. Comme on pouvait s'y attendre pour une région si rurale, les images satellites étaient de mauvaise qualité. Mais je suis malgré tout parvenu à localiser une tache sombre, qui ne pouvait être que la fameuse chapelle, perchée au sommet d'une colline située à quelques kilomètres de la ville de Coquemont. Comment aurais-je pu résister ? J'ai couru à ma voiture et je me suis garé aussi près de la colline que les petites routes de campagne me le permettaient. Même de là, la chapelle était invisible, cachée à la vue par d'autres reliefs boisés. Mais le GPS de mon téléphone était clair. Elle n'était qu'à un petit kilomètre à vol d'oiseau. La randonnée a été plus longue que je ne l'avais escompté. Mais les visions fugitives de la chapelle entre deux arbres au sommet de la colline voisine m'ont permis de rester motivé. Le soleil était déjà bas sur l'horizon lorsque je l'ai enfin atteinte, haletant et trempé de sueur. La chapelle avait dû être charmante à l'époque de sa construction. Mais elle était désormais en piteux état. Ses murs de pierre noire avaient cédé par endroits, laissant le champ libre à des plantes grimpantes en tout genre. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver un accès vers le sous-sol, un trou béant, s'ouvrant sur un tunnel en pente douce vers le cœur de la colline. J'ai pris mon courage à deux mains, vérifié que mon téléphone avait encore suffisamment de batterie, et je m'y suis engagé. J'avançais doucement, presque à tâtons, la lumière de mon portable ne révélant guère plus qu'1 ou 2 mètres de mur et de sol rocheux devant moi. Tout le reste n'était qu'un océan d'obscurité qui me donnait le vertige. J'avais l'impression qu'à tout moment, le sol et les parois allaient s'arrêter et que j'allais poser le pied sur le bord d'un gouffre sans fond. C'est à partir de ce stade que mes souvenirs et mes sensations cessent d'être dignes de confiance. Je ne me suis jamais fait beaucoup d'illusions au sujet de la crédibilité de nos perceptions. La science a prouvé maintes et maintes fois que nos sens peuvent nous tromper et que nos souvenirs peuvent facilement être influencés.
Pour ne rien arranger, j'ai découvert hier que les instruments de mesure les plus élaborés que l'ingéniosité humaine ait pu concevoir peuvent être rendus totalement inutiles par la simple présence d'une momie. Les souvenirs vagues, confus et horrifiants que je garde du bout du tunnel appartiennent toutefois à une toute autre classe d'infiabilité. Ils sont impossibles, profondément contraires à tout ce que je crois connaître de la réalité. Mon esprit désire plus que tout les rejeter comme de simples hallucinations, mais ne le peut pourtant pas, parce que je sais qu'ils sont réels. Ils sont à jamais marqués au fer rouge, dans les profondeurs de ma mémoire, et leur simple évocation me plonge dans un état de panique et de confusion douloureuse. Mais peut-être le fait d'essayer de mettre des mots dessus m'aidera-t-il à les digérer et à vivre avec eux. Je ne pourrais dire précisément quand la transition a eu lieu. Sans doute le changement a-t-il été progressif. J'étais comme hypnotisé par le bruit de ma respiration haletante et le décor répétitif de la paroi rocheuse. Je n'ai donc pas immédiatement remarqué que quelque chose de fondamental était en train de changer autour de moi. C'est en effet là que je pense avoir trouvé la preuve que l'un des postulats de base de notre science est faux. L'idée que les lois de la physique sont constantes, dans le temps et dans l'espace. Certains avaient déjà imaginé qu'elles pouvaient varier dans le temps à l'échelle de milliards d'années ou sur des distances astronomiques. Mais j'ai vu de mes propres yeux que tout ce que nous pensons savoir sur l'univers, toutes nos certitudes, peuvent s'effondrer en l'espace de quelques mètres. Je ne sais pas si la momie était la cause ou la victime de ce phénomène, mais je sais, je sens qu'elle y est intimement liée. Le sol a cessé d'exister sous mes pieds. Je me débattais dans une mélasse épaisse. Où étais-je en chute libre ? J'étais suspendu la tête en bas, aspiré toujours plus vite dans un tube sans fin qui s'enroulait en une spirale de plus en plus large, jusqu'à encercler l'univers tout entier. Dans le même temps, une transformation impossible s'est opérée en moi au gré des changements capricieux des axiomes les plus fondamentaux de la réalité. J'ai senti mon corps se déformer de façon abjecte et contraire à toutes les lois de la biologie. Non, contraire à toutes les lois de la physique. J'ai senti ma peau se distendre et claquer tout autour de moi au rythme de bourrasques imperceptibles. J'ai vu 1000 fois mes yeux se fondre hors de mes orbites avant de se recristalliser. Perçu des goûts et des odeurs impossibles à travers chacun des nerfs de mon corps. Entendu les cris obscènes des premiers et des derniers instants de l'univers. Je ne pense pas vraiment avoir ressenti de douleur au sens conventionnel du terme. Mon cerveau était incapable de traiter ne serait-ce qu'une fraction des milliards de stimuli absurdes et contradictoires qui l'assaillaient à chaque instant. J'étais un esprit étiré jusqu'aux extrémités du cosmos, un naufrage ballotté par un ouragan, secouant les fondements de la réalité, un atome écrasé entre les superpositions
de tous les instants qui ont été et qui seront. J'ai du mal à exprimer cela en mots, mais d'une certaine façon, je pense que je suis encore là-bas, que j'y ai toujours été et que j'y serai toujours. Je me suis aventuré aux limites de l'espace et du temps, dans les zones où ces concepts cessent d'avoir du sens et d'exister à titre distinct. J'ai cru 1000 fois que je ne pourrais pas tenir un instant de plus, que mon être tout entier allait être disloqué et se dissoudre dans ce maelstrom incognoscible. Mais, d'une façon ou d'une autre, j'ai continué à exister, et mon calvaire s'est prolongé pour une éternité. Puis, quelque chose a glissé, et j'ai vu ce qu'il y avait au-delà. Le néant, à défaut d'un meilleur terme. Il ne s'agissait pas de la mort. Si seulement ça n'avait été que la mort. Non, il s'agissait de l'opposé de tout ce que j'ai jamais connu. La négation profonde de tout ce qui existe. Il aurait été glacé s'il y avait eu quoi que ce soit pour servir de support au concept de température. Il aurait été maléfique s'il avait eu quoi que ce soit ressemblant à une conscience. Il aurait été hostile si notre cosmos avait eu la moindre importance comparé à son immensité. J'ai voulu me débattre, retourner là où le temps s'étirait infiniment et où mon être tout entier était soumis à des tortures impossibles. Tout, n'importe quoi, plutôt que de rester confronté à celui qui règne au-delà du réel et du possible. Je suppose que j'ai dû y parvenir, puisque j'écris ces lignes. Quand j'ai repris conscience, j'étais en train de ramper, pathétiquement, vers l'entrée du tunnel. Cette faible lueur à l'horizon qui était mon seul espoir de salut. Chaque nerf de mon corps me hurlait d'arrêter, mais quand, au prix d'un effort surhumain, je me suis relevé dans les ruines de la petite chapelle, j'ai découvert, à mon grand étonnement, que j'étais indemne et que la terre existait encore. Je croyais avoir passé des éons à me débattre dans le chaos et le néant. Mais quand j'ai émergé des ruines, chancelant, le soleil était seulement en train de se coucher. Je me suis effondré et j'ai contemplé béatement l'apparition lente des étoiles, comme si c'était la première et la dernière fois que je les voyais réellement. J'ignore comment je suis parvenu à rentrer chez moi. Je ne garde aucun souvenir de la route du retour. Alors que j'écris ces lignes, j'ai l'étrange sensation de m'observer depuis une très grande distance.
Comme si l'instant présent n'était déjà plus qu'un lointain souvenir en train de s'effacer. J'espère de tout mon cœur que j'ai perdu la raison et que tout cela n'a été que le délire d'un cerveau malade. Mais je sais au fond de moi que l'esprit humain est incapable d'imaginer les choses que j'ai traversées. Bien que le manque de sommeil de cette dernière semaine et cette expérience impossible m'ait conduit aux portes de l'épuisement, je lutte de toutes mes forces pour ne pas m'endormir. J'ai la sensation que si je faiblis, ne serait-ce qu'une seconde, si je laisse ma conscience vaciller l'espace d'un instant, je serai ramené à cet endroit hors du temps et de l'espace, où il attend. Je ne pense pas pouvoir y survivre une seconde fois, si tant est que j'en ai réellement échappé. Aube du dernier jour. Tout est fini. Je suis toujours incapable de mettre des mots précis sur ce qui m'est arrivé hier, dans l'espace qu'il y a sous la chapelle. Ou plus exactement, dans l'espace qu'il n'y a pas sous la chapelle. Comme je l'avais craint, des réponses me sont toutefois venues durant mon sommeil. Dans cet état liminal, où nos esprits échappent quelques instants aux contraintes ténues et illusoires du réel. Je me rappelle que de sensations terribles et fugaces qui glissent dans l'oubli lorsque je tente de les examiner. Mais je pense au moins avoir compris la nature réelle de cet agglomérat grotesque d'individus que j'ai tenté d'analyser dans le laboratoire la semaine dernière. Je crois que ces pauvres fous ont, comme moi, contemplé l'abysse qui bait au-delà des bords déchiquetés de notre univers et cru qu'ils pourraient freiner son implacable progression. J'ignore par quel obscur rituel ils y sont parvenus. Mais ils nous ont offert quelques siècles de répit au prix d'un châtiment plus terrible que tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Dans ces conditions, comment pourrais-je ne pas aimer cette momie, ce résidu informe des héros immémoriels qui ont brièvement sauvé notre espèce ? Après ce que j'ai traversé, je réalise que le peu de choses qui nous différencient n'a aucune importance dans l'absolu. Tout au plus, a-t-elle passé un peu plus de temps que moi au bord du dernier précipice, jusqu'à ce que sa corruption devienne une partie intégrante de sa nature. Chaque fibre de son corps aspire désormais à contaminer le reste de notre monde, si fragile. Des siècles de lutte contre l'inévitable ont transformé cette gardienne de prison en un nouveau passage qui ne cesse de grandir. Comment pourrais-je, en mon âme et conscience, la laisser dans cet état, si contraire à sa raison d'être ? Sortir la momie du laboratoire a été plus facile que je n'aurais pu l'imaginer. Personne ne m'a posé de questions.
C'est tout naturellement que je l'ai ramené à Coquemont, dans cette prairie où j'avais regardé le dernier coucher du soleil. Assise à côté de moi sur l'herbe desséchée, son corps torturé paraissait étrangement détendu pour la première fois depuis notre rencontre. Je pense qu'elle avait senti le lien privilégié qui nous unissait et compris que je ne voulais que la libérer de son supplice inutile. J'ai appelé le directeur pour donner ma démission. Il a réagi violemment, me demandant ce qu'il se passait et si Pascal et moi nous étions donné le mot. J'ai souri et raccroché. J'aurais pu essayer de lui expliquer ce qui m'est arrivé. J'aurais pu lui dire que sous la chapelle, là où le monde s'arrête, j'ai trouvé l'ultime vérité. Mais cela n'aurait servi à rien. Il ne m'aurait pas compris, pas plus que je ne l'aurais compris, il y a une semaine encore. Il comprendra bien assez tôt. L'essence m'a semblé étonnamment colorée et épaisse lorsque je le déversai sur la momie. Mais je ne m'en suis pas inquiété. Je sais désormais à quel point la réalité est fluide et en fin de compte, passagère. Je n'ai donc pas été surpris quand les flammes se sont élevées en forme torturée. Plus impossible les unes que les autres. J'ai permis à leur image de s'imprimer sur mes rétines, sans les laisser pénétrer jusqu'à mon cerveau, qui n'aurait pu les accepter. J'ai par contre regardé les cendres monter en longue volutée, au mépris du sens du vent, se disperser lentement vers l'horizon, dans toutes les directions. À l'heure qu'il est, sans doute ont-elles déjà atteint les recoins les plus reculés de notre minuscule planète, où elles se déposeront et accompliront leur œuvre délétère. Cela prendra peut-être des années, voire des siècles. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne découse complètement le mince fil de raison qui maintient notre monde et pour que celui-ci éclate comme un fruit trop mûr, révélant ce qui se cache sous la fine croûte craquelée qu'est notre univers. J'ai regardé les cendres s'élever, en repassant dans ma tête le film lointain de ce qui avait été ma vie. Ce songe étrange qui me semble un peu plus absurde à chaque instant. J'ai regardé les cendres s'élever. Et j'ai souri.